Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Nous sommes dans l'ère post-vérité, c'est-à-dire que la réalité factuelle importe moins que le point de vue que l'on a sur les faits. Et jadis, chacun avait le droit à son opinion, mais personne n'avait le droit à ses propres faits. Désormais, chacun vient avec ses propres faits. Et ce n'est pas simplement un phénomène américain, on le rencontre aussi en France. C'est un phénomène qu'on va rencontrer malheureusement de plus en plus et qui traduit, je crois, une évolution assez profonde de la vie politique et de la conception que l'on se fait de la réalité factuelle. Que dire après ça? Bah ouais, c'est là genre, attends, j'étais toujours sur post-vérité. Ouais. Non, merci. Vous regardez là, les sondages sortis des urnes, vous avez dans beaucoup d'États des électeurs qui vous disent que leur première préoccupation, c'est l'économie parce qu'ils considèrent que l'économie va mal, qui vous expliquent qu'ils votent Trump parce que l'inflation est au plus haut, le chômage est au plus haut, c'est-à-dire le contraire de la réalité factuelle. D'accord, ouais. Et l'art de la propagande, c'est de construire une réalité alternative. Les opérateurs du Kremlin ont deux formules que j'aime beaucoup. L'une est celle de réalité augmentée, où vous allez amplifier une réalité, et l'autre est la réalité additionnelle, où vous allez créer des réalités de toutes pièces. Et en ce moment, je dois dire qu'il s'en donne à cœur joie. En ce moment même, il y a eu une trentaine d'alertes à la bombe qui ont été attribuées à des opérateurs probablement russes, qui visent à semer le chaos, la psychose, à dissuader des électeurs, en particulier afro-américains, dans les États clés, de voter. Pour rentrer un peu plus en détail, Kamala Harris. Elles se passent où ces alertes? Elles se passent par Parce que là, il y en a eu téléphone. aujourd'hui, hein, c'est ça? Il y en a eu 30 aujourd'hui. Il y a eu aussi 2 communiqués du FBI dans la journée. Ouais. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du FBI. Et le FBI démentait ou le FBI dément des fausses vidéos qui se font passer pour le FBI. Et ça, c'est assez nouveau, si vous voulez, dans le mode opératoire russe, dans la mesure où jusque-là, ils prenaient des fausses informations diffusées, par exemple, par des partisans de Trump, ils allaient les amplifier. Aujourd'hui, ils créent des réalités additionnelles de toutes pièces, en recourant à l'IA générative, en recourant à des influenceurs rémunérés, en recourant aussi à l'instrumentalisation de l'environnement informationnel numérique et médiatique américain, et ils arrivent à fausser la perception que les électeurs ont de leur environnement. Parce que même si c'est démenti immédiatement, c'est trop tard. Le poison est déjà là, l'information... Vous savez, la première étude sur Twitter, qui a été réalisée en 2017 sur l'ensemble des tweets qui ont été produits depuis la création de la plateforme, montrait que le mensonge circulait 6,5 fois plus vite que la vérité. Ça reste aujourd'hui le cas, c'est-à-dire que non seulement le mensonge va plus vite, touche plus de gens, est mieux retenu, marque mieux les esprits, influence davantage les conduites et les comportements, mais il a un autre grand mérite, c'est qu'il rapporte énormément d'argent. La désinformation est une industrie parmi les plus florissantes sur les réseaux sociaux, et pas que sur les réseaux sociaux. J'ai consacré une biographie à Rupert Murdoch, qui a fait fortune en diffusant de l'information de très mauvaise qualité. Excusez-moi. Vas-y. Can I jump in? You can Yes, you can jump in. Vous disiez que les fausses informations se retiennent davantage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'elles sont généralement remarquables. C'est-à-dire qu'elles se remarquent, elles se voient, elles se distinguent. Si, disons, là maintenant, à 2h50 du matin, je fais un tweet pour dire que, ayant bien réfléchi, je considère que la Terre n'est pas plate, mon tweet aura peut-être un like et un retweet de ma mère. Si je dis qu'après avoir bien réfléchi, je considère que la Terre est plate, je vais avoir un tweet viral, être demain sur France Inter pour me justifier de cette prise de position. J'exagère,
peut-être pas France On Inter. peut peut-être essayer juste pour En tout voir. cas, non. Là, je considère que ça a été dit, donc à mon avis, on peut... Et ce, parce que aussi l'économie des plateformes encourage la désinformation, encourage ces faits marquants. Et un fait marquant se retient mieux qu'un fait qui ne l'est pas. Et donc, tous les travaux de psychologie sociale disponibles montrent que, malheureusement, la fausse information produit des effets beaucoup plus forts que l'information authentique qui n'intéresse personne. Qui est intéressé par le fait que la Terre est ronde? Personne. Alors, C'est pas disruptif. Quoi. non, pas tellement. Pas assez. Alors, Adèle disait tout à l'heure, rappelait tout à l'heure la propension de Donald Trump à mentir. Est-ce que les fake news restent aujourd'hui l'apanage de Trump et des Républicains, ou est-ce que, finalement, si on est dans l'ère de la post-vérité, les démocrates également pratiquent la désinformation à des fins politiques? Alors déjà, je n'emploierai pas le terme de fake news, qui est un terme péjoratif employé par Donald Trump pour discréditer une information de qualité produite par exemple par le New York Times. Je ne focaliserai pas non plus mon attention sur la désinformation, dans la mesure où vous prenez un fait authentique et vous l'amplifiez, ça peut produire davantage d'effets que la diffusion d'une information parfaitement fausse. Et ma connaissance du mode d'action des opérateurs russes m'a conduit à la conclusion que le plus souvent, ils mélangeaient le vrai et le faux. Donc, plutôt que de parler de fake news ou de désinformation, pour ma part, je parle de manipulation de l'information. Vous manipulez une information qui peut être parfaitement authentique. Par exemple, la guerre au Proche-Orient, c'est une réalité. Si vous portez cette réalité à la connaissance des électeurs musulmans de Michigan en disant que le mari de Madame Harris est juif, tout cela est parfaitement exact. Vous encouragez ces électeurs à ne pas aller voter pour Harris, vous supprimez des votes. Si vous là décrivez ce qui est tout aussi exact comme quelqu'un qui s'est prononcé à de nombreuses reprises contre le Hamas, auprès... enfin bref, vous pouvez manipuler des informations parfaitement exactes. Et le plus souvent, le travail des propagandistes est d'augmenter la réalité. Prenez la ségrégation raciale, prenez les inégalités, elles existent. Le Kremlin ne les a pas inventées. Et donc son travail, c'est de les porter à la connaissance des électeurs, le plus souvent. Plus que de désinformation, je parlerai donc de manipulation de l'information. Oui, mais après, pardon, Vas-y Léa, vas-y. je trouve ça intéressant parce que finalement, l'information peut être manipulée dans un sens comme dans un autre. Finalement, c'est assez subjectif. Un fait ne devrait pas être subjectif. Oui, mais si les faits sont présents. Et non, après, c'est comment on présente les faits, comment on oriente effectivement... Alors ça, c'est l'art de la propagande, de s'appuyer sur des faits authentiques pour ensuite proposer une analyse de ces faits qui oriente pour influencer les conduites. Goebbels, ministre de la propagande du nazisme, considérait qu'il fallait présenter toujours des faits authentiques, mais jamais de désinformation pure et dure, précisément pour influencer les conduites par des faits auxquels on adhère. Mais à l'ère post-vérité, on choisit les faits en fonction de ses convictions. On choisit ces faits en fonction du groupe auquel on appartient. Vous savez, ce qui me fascine chez les électeurs de Donald Trump, c'est qu'ils ont bien conscience des faiblesses de leur candidat. Vous écoutez Donald Trump, vous voyez bien qu'il n'est pas fichu de tenir un discours cohérent, d'aligner 3 phrases, de stick to the point, de stay on the message. Il est incapable de rester accroché à son message politique. Il est incapable de rester accroché à un texte sur un prompteur. Incapable. Mais leur adhésion à cet homme relève d'une démarche qui est aussi une démarche d'affirmation de soi. Vous appartenez à une tribu. De la même façon, quand vous affirmez votre croyance dans telle ou telle théorie du complot, vous affirmez votre appartenance à un groupe. La crainte que vous pouvez éprouver, c'est d'être précisément exclu de ce groupe, dès lors que vous cessez de proclamer les vérités qui sont celles du groupe auquel vous appartenez, même si elles vous apparaissent en votre fort intérieur tout à fait absurdes.
Et alors là, c'est un peu la question à 100 000 €. C'est quand on est une Kamala Harris, comment on fait pour lutter justement contre cette manipulation quand elle vient de son opposant politique et aussi quand elle vient d'une puissance étrangère? Comment on fait pour reprendre la main sur les faits, sur le récit qu'on a envie de raconter? Est-ce que c'est possible ou c'est plus possible? Ce n'est pas à elle de le faire. C'est aux institutions fédérales de le faire. Vous savez, en 2016, Barack Obama a été informé des ingérences russes. Il a eu 3 rapports sur son bureau. Il a choisi de ne pas rendre publics ces rapports parce qu'il ne voulait pas apparaître partial. Donc il ne voulait pas que l'administration fédérale donne l'impression de soutenir Hillary Clinton. Et il pensait qu'Hillary Clinton serait élue et réglerait la question russe. Bon. Là, ce à quoi on assiste, c'est une situation totalement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration fédérale Biden a permis aux agences de renseignement de dire ce qu'elles savent. On a eu des rapports déclassifiés tout à fait inédits. Il y a eu un rapport avec un affidavit du FBI qui a été rendu public, qui attribue à Vladimir Poutine en personne des ingérences dans les élections américaines. Le lendemain, Vladimir Poutine à Vladivostok a fait une déclaration en rigolant en disant « Oh, je vote Kamala Harris ». Donc tous les médias du monde ont titré sur Poutine qui soutient Kamala Harris, donc il a noyé le poisson. En russe, on appelle ça prévod strelki, changer de voix. Ça a marché du tonnerre. Il a semé le doute aussi auprès des électeurs de Kamala Harris. Est-ce que je ne vote pas pour Poutine si je vote Kamala Harris ? Et on a eu une déclassification à l'initiative d'Avril Haines, la directrice du renseignement des États-Unis, qui a fait état des menaces qui pèsent sur la période qui s'ouvre demain matin, enfin ce matin, c'est-à-dire la période du dépouillement, puis la période de la certification des votes, puis la période qui sera celle de la constitution d'une équipe de transition si vainqueur il y a, et ce jusqu'au 6 janvier, avec une conviction acquise par les agences de renseignement américaines qui est qu'au moins 3 États se sont prépositionnés pour interférer avec ce processus, pour semer le chaos, semer le doute quant à la réalité des résultats, semer le doute quant à la fiabilité du processus électoral, semer le doute quant à l'intégrité des élections, autrement dit, semer le doute quant à la nature même d'un régime démocratique. Poutine ne peut pas dire aux gens « Venez, immigrez en Russie, c'est sympa, chez moi, il y a un parti unique, il n'y a pas de liberté, vous n'avez pas de liberté d'expression, vous ne pouvez pas librement voyager, puis je vais vous enrôler pour aller faire la guerre en Ukraine. » C'est pas très engageant. Vous ne voyez pas des gens se presser à la frontière russe pour aller y émigrer. Bon. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire s'effondrer les régimes démocratiques de l'intérieur en encourageant les citoyens de ces régimes, dont le nôtre, à douter de leur processus électoral, à douter de la légitimité de leurs candidats et de leurs élus. Souvenons-nous des Macron Leaks. La finalité des Macron Leaks en 2017, c'était pas tant de faire élire Marine Le Pen que de fragiliser Emmanuel Macron, élu président, ainsi que les gens autour de lui, fragiliser la démocratie, fragiliser le modèle électoral. En 2016, le Kremlin a soutenu Trump. Ils ont aidé à le faire élire, ça ne fait aucun doute. Mais aussitôt que Trump a été élu, qu'a fait le Kremlin? Il a organisé des manifestations contre Trump. Parce que le but ultime, c'est de semer le chaos dans les démocraties. Et la chose dont on peut être le plus certain aujourd'hui, c'est que quels que soient les résultats à la fin de cette longue nuit, probablement plusieurs nuits, le chaos sera encouragé par des acteurs étatiques. Quel merdier, c'est terrifiant. C'est vrai que ça remonte le moral, c'est cool. En vrai, m'invitez plus. Petite info, tout à l'heure, je dormirai. NBC, dans un sondage sorti des urnes, disait que la démocratie faisait partie aussi maintenant des préoccupations des votants. Donc ça, c'est un bon indicateur. Pennsylvanie. Comment ?
En Pennsylvanie, c'était le sondage sorti des unes de Pennsylvanie tout à l'heure. Oui. Dans le communiqué de debunk du FBI, il y avait aussi cette information folle, qui n'en est pas une du coup, d'un vote truqué dans 5 prisons. Ouais. C'est quoi l'intérêt en fait de propager cette info qui n'en est pas une? Voilà, c'était ça ma question. Vous savez, ça fait 70 ans que le Kremlin, à travers ses services de renseignement, le KGB, puis aujourd'hui SVR, FSB et GRU, s'emploie à inoculer dans les esprits américains l'idée que les élections n'en sont pas aux États-Unis, qu'il y a un deep state, que les élections sont truquées, etc. Mais ça infuse vraiment ? Eh bien, quand vous regardez les sondages, ça finit par infuser. Vous prenez les derniers sondages sur les opinions des Américains, vous constatez que vous en avez aujourd'hui 1 sur 4 qui considèrent que le recours à la violence est légitime dans le cadre politique, ce qui, dans un pays comme la France, serait pas trop grave, mais dans un pays où tout le monde a un flingue, est beaucoup plus ça fait revoir problématique. Bon. Vous avez aujourd'hui un niveau de défiance dans les institutions fédérales qui est extrêmement élevé, un niveau de défiance dans les institutions médiatiques qui est extraordinairement élevé, avec des déserts médiatiques aux États-Unis qui sont comblés par des appareils de propagande du Kremlin et d'autres acteurs, y compris des acteurs américains d'industrie fossile, soutien du projet 2025, etc. Donc, vous avez un terrain qui est extraordinairement favorable à des ingérences étrangères. Leur travail, fondamentalement, c'est de semer la zizanie, c'est de semer le chaos. Moi, une des choses qui m'a le plus surpris cette année, je suis très difficile à surprendre, mais j'ai été très surpris par le fait que le Parti communiste chinois organisait des manifestations pro-palestinienne sur les campus américains. Parce que le Qatar, ça ne me surprend pas, mais la Chine, ça m'a quand même un peu surpris. Mais c'est fondamentalement un mode opératoire consistant à monter les gens les uns contre les autres, à se saisir des divisions existantes, des clivages, des sujets les plus clivants, pour en faire des sujets d'affrontement. Ça conduit les gens à considérer que face à eux, ils n'ont plus des adversaires, mais des ennemis. N'oublions pas que Donald Trump, à maintes reprises au cours de la campagne, a pratiquement annoncé son intention d'exécuter ses opposants. Oui, mais c'est la guerre, en fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, je suis désolée de dire ça comme ça, mais typiquement, s'il y a des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines, c'est notamment parce qu'il y a un soutien quand même inconditionnel des États-Unis à Israël, qui est en train de mener très concrètement un génocide à Gaza. Donc il y a quand même aussi des choses qui ne sont pas, certes, liées directement à la Chine, mais je veux dire, les manifestations pro-palestiniennes sont par ailleurs légitimes dans un certain sens. Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, c'est ça, mais c'est pas une question de légitimité ou non. Vous parliez de... Mais sachez par exemple que ces manifestations, en l'occurrence, consistent pour les Russes comme pour d'autres acteurs malveillants à monter les uns contre les autres. Je prenais l'exemple des publicités ciblées. Musk a financé 3 comités d'action politique. Le principal, c'est America PAC. Il a versé déjà 139 millions de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 139 millions de dollars dans une campagne électorale. C'est considérable. Il en a financé 2 autres. Un qui a créé un faux site pour dénigrer Kamala Harris, et un autre qui a fait des campagnes de publicité pour expliquer aux Juifs de Pennsylvanie que Kamala Harris était pro-Hamas, et aux musulmans du Michigan que Kamala Harris était pro-israélienne. Les Russes, depuis 2016, créent des pseudo-manifestations, c'est-à-dire des manifestations qui sont organisées par eux. Ils créent des faux sites, ils créent des rassemblements, et ils montent les gens les uns contre les autres. Ils organisent des manifestations devant des mosquées avec des néo-nazis, face à eux des antiracistes, dans l'espoir qu'ils en viennent aux mains. C'est ça la différence, si vous voulez, entre la réalité et la réalité amplifiée. C'est ça la différence entre l'expression de ces opinions et l'exercice de ces libertés publiques, notamment celle de manifester, et ce que les Russes appellent des mesures actives, où vous allez interférer avec
ces libertés avec les clivages préexistants pour mettre la société à feu et à sang. Et je dis à feu et à sang parce que n'oublions pas qu'ils ne sont pas contentés de passer des appels pour dire il y a une bombe à tel endroit. Ils ont mis des bombes dans du fret destinées à des avions de ligne. Donc, on parle des alertes d'aujourd'hui, c'est ça? Non, ça date d'il y a quelques jours. On est en présence d'une action de subversion qui vise tous les États qui soutiennent l'Ukraine. La raison pour laquelle le Kremlin s'est considérablement investi dans le champ informationnel, c'est qu'il peut y obtenir un effet de levier qu'il ne peut pas escompter ailleurs sur le champ de bataille. Il est beaucoup plus rationnel aujourd'hui pour lui d'investir dans des influenceurs sur le web, à travers Tenet Media par exemple, que d'investir dans la fabrication d'un char. La guerre en Ukraine se joue aujourd'hui moins dans l'élection présidentielle, ce qui a été dit tout à l'heure sur les fonctions présidentielles aux États-Unis est tout à fait vrai, que dans la course sénatoriale. Avec, dans la course sénatoriale, tous les États autoritaires de la planète qui se sont lancés dans des interférences pour faire valoir leurs intérêts à travers ces élections. Et quel est l'impact de ce type d'ingérence Est-ce qu'on mesure autant d'ingérence en France? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue dans un sens plutôt inquiétant? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Il faudra répondre rapidement parce qu'on doit bientôt libérer David Collomb. Oui. Désolé. Me rendre à mes étudiants demain matin. Rapidement, c'est toujours très difficile à mesurer dans la mesure où si vous quantifiez quelque chose, vous dites par exemple Elon Musk a eu 17 milliards de vues. Même si vous rapportez ces 17 milliards de vues aux publicités politiques et vous dites Elon Musk à lui seul a eu davantage d'impressions sur X Twitter que l'ensemble des partis politiques américains sur la même période, ça ne vous garantit pas que ces impressions se traduisent par un taux de conversion élevé ou un taux de lift élevé, ou une adhésion, etc. C'est très très difficile. Fondamentalement, à mon sens, ce qui produit des effets, c'est la combinaison de ces opérations et de ces interférences, de types très différents, qui touchent aussi bien l'univers numérique que le monde médiatique traditionnel, qui reposent sur différentes techniques, différentes approches, parfois contradictoires les unes par rapport aux autres, et qui, au bout du compte, finissent par affaiblir la cohésion de la société adverse. Les États-Unis sont l'ennemi principal pour le Kremlin depuis au moins 1947. Et cet ennemi principal, ils considèrent qu'ils finiront par l'avoir à la longue en faisant se dissoudre la pierre qui jusque-là garantissait l'homogénéité de la société. Imaginez bien que quand vous avez un concitoyen sur 4 qui doute de la rotondité de la Terre, 1 sur 4 qui doute de la réalité des résultats électoraux, 1 sur 4 qui se déclare convaincu que ces médias, ces dirigeants sont contrôlés en secret par une secte pédosataniste, quelque part vous avez gagné. Parce que vous avez affaibli ce qui est le plus fondamental, et je conclurai par là, ce que Marc Bloch, dans L'étrange défaite en 1940, appelait ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible. Notre responsabilité collective, c'est de garantir que demain, en France, on ait toujours ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune conduite rationnelle n'est possible.